J'ai dit aux Iraniens qu'il fallait négocier l'accord. Je leur ai dit, ils ont perdu beaucoup de vies là. Ils auraient dû accepter l'accord, je leur ai dit. Alors, j'ai plus tellement envie de négocier maintenant, je vais pas vous mentir. Le président qui a plus tellement envie de négocier, Laura Pouget, et qui envoie troupes aériennes, mais également navales dans la région. A commencer, Christophe, par ce porte-avions, le porte-avions Nimitz, à propulsion nucléaire. Il peut emporter à son bord plus de 60 avions et 5000 personnels. Hier matin, le Nimitz a quitté la mer de Chine méridionale en direction de l'ouest et du Moyen-Orient. Il se trouve aujourd'hui aux abords de la Thaïlande, d'après les données du site Marine Traffic. Il était normalement prévu qu'il fasse escale dans la ville de Da Nang, au Vietnam, mais sa réception prévue pour le 20 juin, vendredi, a été annulée d'après des informations recueillies par l'agence Reuters. Annulation en raison d'une exigence opérationnelle urgente, aurait fait savoir l'ambassade américaine à Hanoï. L'appareil vient s'ajouter à un autre porte-avions américain déjà déployé dans la région depuis le mois d'avril, le Carl Vinson. Début mai, sa dernière position connue se situait au large d'Oman. Tandis qu'un destroyer, le Thomas Hübner, a également pris la route de la région. Début juin, il était en escale à Cherbourg, vous le voyez ici, pour les cérémonies du débarquement. Il aurait reçu depuis l'ordre de commencer à naviguer vers la Méditerranée orientale, d'après des informations du Washington Post. C'est un navire capable d'intercepter des missiles balistiques. Sur mer, mais également dans l'air, avec le déploiement d'une force impressionnante, une force américaine, bien évidemment, Laura. Hier, entre 20 et 30 avions ravitailleurs ont quitté les États-Unis pour faire vol vers l'Europe et donc se rapprocher du Moyen-Orient. Ces avions, des modèles KC-46 Pegasus et KC-135 Stratotanker, développés par Boeing, ont pour mission de transporter du carburant pour ravitailler en vol les avions de combat. Ils peuvent notamment fournir les F-35 de fabrication américaine, utilisés par Israël dans ses frappes contre l'Iran. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Des bruits de bottes, ils sont importants quand même. On ne déplace pas une aviation, des ravitailleurs, des bombardiers lourds et une véritable armada pour rien. Quand on commence à dire comme Donald Trump, j'ai plus vraiment envie de négocier, il faut aussi le mettre en musique et en faire aussi un spectacle et montrer que les menaces et la pression, elle est véritablement sérieuse. Donc manifestement, il veut se garder toutes les options sur la table et il met en avant en effet le fait qu'il ramène sur le théâtre d'opération ce porte-avions, que des ravitailleurs en vol sont en route pour l'Europe pour bien montrer que la menace de frappes américaines, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle, est véritablement crédible. Mais c'est pas pour autant qu'en coulisses, les négociations vont pas continuer, parce que, encore une fois, les Iraniens continuent d'envoyer des messages, et manifestement, Donald Trump, c'est ce que disent certaines informations de la presse américaine, a encore confié à Witkoff, son émissaire, le soin d'essayer de préparer quelque chose, une rencontre aussi, peut-être avec les Iraniens. Donc, en fait, toutes les options sont encore sur la table, mais manifestement, il faut se préparer à tous les cas de figure, et c'est ce que ces images veulent bien envoyer comme message aux Iraniens. Ah, il y a des images et puis il y a les faits. Est-ce qu'on déplace une telle armada pour rien, Vincent ? D'abord, dans l'idéal, on dirait que Trump a deux fers au feu. Je dis bien dans l'idéal. Je crois surtout qu'il va se brûler à ce foyer-là. Dans le langage diplomatique, les gesticulations militaires ont toujours joué un rôle, y compris dans cette région du monde. Je pense qu'il faut toujours revenir au classique. Moi, ce que ça m'inspire, c'est la formule impérissable de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Pour moi, Trump est à la remorque d'une réalité qu'il ne maîtrise pas. Et la liste de ses envies, je m'en moque. Je trouve d'ailleurs ce lexique assez étrange. Comme si on était sur un registre presque sentimental ou affectif. Envie, pas envie, non, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est d'être responsable. Dernier point, quand même, la phrase que l'on vient d'entendre sur l'accord, elle est géniale. L'Iran aurait dû signer l'accord. Mais camarade, si tu l'avais pas déchiré, l'accord de 2015, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'absolument délirant dans cette reconstruction de l'histoire. Alors on va se poser cette question, est-ce que le bruit de bottes, est-ce que ce déploiement incroyable d'une flotte américaine, de bombardiers aussi, on parle de B-2, ces fameux bombardiers furtifs à long rayon d'action, transportant des bombes qui pourraient percer les défenses iraniennes et notamment atteindre les centres d'essais nucléaires. Est-ce que tout ça peut agir sur les Iraniens ou pas ? Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait choisir entre la politique et la stratégie militaire, c'est choisir entre le bon sens et l'erreur.
Et je crois que comme nous sommes entraînés dans une spirale militaire, il faut revenir un tout petit peu au précédent au Moyen-Orient. Fiasco afghan, désastre irakien, tragédie syrienne, famine yéménite, chaos libyen, humiliation malienne. Le Liban est en voie de décomposition, la bande de Gaza est rayée de la carte. Le problème des militaires, c'est qu'ils ne se posent jamais la question d'après. Ils ne réfléchissent jamais aux conséquences de leurs actes. Alors bien sûr, les États-Unis ont la première armée du monde et c'est incontestable. Le problème, c'est que cette première armée du monde, elle a laissé le Moyen-Orient et le Proche-Orient en ruine. On dit que l'Iran déstabilise la région, il faudrait un tout petit peu s'intéresser à la responsabilité américaine dans la région. Et je crois que là, l'Iran, vous savez, c'est un petit peu le rapport entre Israël et l'Iran, j'allais dire, c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire que là, nous avons une population israélienne qui a des raisons d'être inquiète, mais ils se prennent... la population totale iranienne, israélienne représente à peine la population de la seule ville de Téhéran. On a 80 millions d'habitants en Iran. Et toutes les armes les plus sophistiquées au monde ne permettront jamais à se défendre contre une capacité humaine aussi puissante au Moyen-Orient. Alors, on reparlera de tout ça parce qu'on parlera de déstabilisation du pouvoir iranien. On parlera de ces dizaines de milliers d'Iraniens qui fuient le pays. On va partir en Israël. On va retrouver l'une de nos équipes. Bonjour à Thomas Misraki, accompagné de Thibaut Bruck. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve dans un instant parce que on va se poser la question. Vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, Vincent. Qui connaît le mieux sur cette planète le président américain? Peut-être Benjamin Netanyahou, qui se sert du chef de la Maison-Blanche. En tout cas, il fait tout pour que ce vœu se réalise, impliquer les États-Unis dans cette guerre à ses côtés. Écoutez le Premier ministre israélien, c'était hier. Nous bénéficions d'une aide considérable de la part du président Trump. Les pilotes américains abattent des drones qui visent nos villes avec nos pilotes. Quant à savoir ce que l'Amérique fera d'autre, c'est au président Trump d'en décider. Il fera ce qui est dans l'intérêt des États-Unis. Mais il est important de comprendre que nous apprécions profondément son aide, ainsi que l'aide et le soutien de la grande majorité du peuple américain, parce qu'ils comprennent ce contre quoi nous nous battons. Nous nous battons contre un régime qui nous aide tous les deux, qui essaye de nous assassiner tous les deux. Thomas, l'engagement des États-Unis aux côtés d'Israël ne semble plus faire de doute. Est-ce qu'on peut même parler d'une question d'heure ? Oui, probablement, parce que vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, ces dernières heures, Donald Trump a changé de discours sur plusieurs thématiques. Alors, par exemple, sur l'élimination du guide suprême en Iran, le président américain, dans un premier temps, montrait des réserves sur cette élimination et, dans un deuxième temps, ne fait strictement rien pour empêcher les Israéliens d'y parvenir. Donald Trump, qui, il y a encore quelques heures, disait qu'il fallait que l'Iran négocie et qui dit désormais ne plus être d'humeur à négocier avec l'Iran. Mais ce que demandent les Israéliens, au-delà de l'amour des Américains, ce sont des preuves d'amour. D'abord, sur un plan diplomatique, ils exigent, ces Israéliens, un soutien total des Américains, mais aussi sur un plan militaire de deux manières. D'abord, défensif, et ça, ils sont en train de l'obtenir. Vous savez que les Américains sont en train de renforcer leur présence militaire dans la région, mais aussi d'un côté plus offensif. Les Israéliens ont besoin de l'armement américain pour poursuivre les objectifs qu'ils se sont fixés en Iran, à savoir la destruction des capacités nucléaires iraniennes, la destruction des capacités balistiques de l'Iran, ou encore là, et je reprends les mots du Premier ministre israélien, décapitation de l'axe terroriste en Iran, à savoir, évidemment, vous l'aurez compris, probablement l'élimination du guide suprême. C'est ce qu'attendent les Israéliens et il semblerait, ces dernières heures, vous avez raison Christophe, qu'ils sont en train de l'obtenir. Merci beaucoup Thomas, merci à Thibaut Bruck, information très importante.
importante, on y reviendra sur cette élimination, puis aussi cette question, le guide suprême de la révolution disparu, qui pour le remplacer, pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. D'abord sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou, Vincent, je vous ai vu réagir. C'est pourtant son souhait le plus sacré, emmener avec lui dans cette guerre son ami Donald Trump. Mais là, il vient de nous démontrer son habileté à feindre de concéder à Donald Trump une forme de souveraineté que de fait il est censé exercer en tant que président de la première puissance du monde. Mais on voit bien, à la fois dans son phrasé, dans son sourire, dans son attitude, que pour lui c'est acquis. D'ores et déjà, il estime que les États-Unis le suivront dans cette aventure. Et ça tient encore une fois à ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire sa connaissance assez fine de la psyché de Trump. Et n'oublions pas que les Israéliens eux-mêmes considèrent souvent, je l'ai entendu 100 fois à Jérusalem ou Tel Aviv, que Netanyahou est plus américain qu'israélien. Tout dans son éducation, dans sa formation, même dans son accent d'ailleurs. Il ne parle pas l'anglais américain comme le parlent les Israéliens. Tout montre qu'il a une très fine connaissance des arcanes de la politique de Washington. Et il s'en sert. Thomas Misrakin nous faisait une liste non exhaustive de la volonté, du besoin des Israéliens. Vous nous dites que Benjamin Netanyahou veut la rupture, veut les Américains à ses côtés et veut la fin du régime en Iran. Il ne se contentera pas ni de négociations, ni d'un arrêt des combats. Voilà, en fait, il a déporté le problème du nucléaire iranien sur le problème du régime. Il tombe dans la même erreur que George Bush avec lui, avant lui. Il tombe même dans la même erreur que Saddam Hussein quand il s'était pris à l'Irak, à l'Iran au début des années 80, en pensant faire tomber le régime. Ça a duré 8 ans, 1 million de morts, beaucoup par armes chimiques. Donc, si vous voulez, le changement de régime, il n'y en aura pas. Je peux vous l'affirmer. L'Iran, ce n'est pas une société arabe, c'est une société perse. Les Perses, vous pouvez couper le haut de la hiérarchie, l'État ne s'écoulera pas. Pourquoi ? L'État, peut-être pas, mais les mollahs, oui. Non. Même pas. Non, parce que les Iraniens sont les inventeurs de l'État central. Il y avait un chah, c'est une époque quand même, il y avait une démocratie, oui, mais là, c'était ce qui pourrait ressembler. C'était une révolution interne. C'était le peuple iranien qui a fait sa propre révolution. Là, faire venir des armes de l'extérieur pour changer de régime, on a déjà vu partout, je vous citais tout à l'heure, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le désastre que ça commet. Alors, je ne pense absolument pas qu'il y aura... Alors, il y aura peut-être un changement de personnel, mais le régime, il restera. Restons sur le faire venir des armes de l'extérieur. Merci de nous avoir rejoints. S'il y a Benjamin Netanyahou, on rêve. Il y a la marine, vous l'avez vu, vous avez vu ces images américaines qui arrivent dans la région. Et il y a également ces fameux avions furtifs et des bombes qui pourraient finalement permettre à Israël de détruire le système nucléaire iranien. Oui, parce qu'effectivement, pour venir à bout des installations nucléaires iraniennes, il faut qu'il frappe en profondeur pour atteindre les sites souterrains d'enrichissement d'uranium. Sont visés Natanz et Fordo, deux des sites touchés depuis le début de l'opération israélienne. Mais si Israël s'est vanté d'avoir détruit la principale installation du site de Natanz, l'AIEA a mis les choses au clair hier. Rien n'indique qu'il y a eu une attaque physique contre la salle souterraine abritant la principale usine. Voilà ce que dit l'agence. Téhéran a en effet enfoui, enterré à de grandes profondeurs ces installations, selon le think tank britannique Rusi, qui a publié une note il y a quelques semaines. À Natanz, les centrifugeuses, elles sont protégées par une double protection de béton. 2,5 mètres, 12 mètres d'épaisseur, et l'enceinte est enterrée à près de 45 mètres en tout. Si on regarde ce qui se passe à Fordo, c'est encore pire. Fordo, le site est caché dans la montagne, à plus de 80 mètres de profondeur, protégé par un grand nombre de batteries antiaériennes. Alors, pour les Israéliens, il y a un problème, c'est que leur arsenal ne contient pas ce type de bombe. Non, et on se souvient de l'élimination de Hassan Nasrallah l'automne dernier dans son bunker de Beyrouth, souterrain. Israël s'était servi de bombes guidées américaines, mais aussi de bombes emportées par des F-15 avec des explosifs très puissants, mais bien loin de ce qu'il faudrait en Iran, c'est-à-dire la bombe américaine GBU-57. C'est une bombe XXL appelée Bunker Buster, un chasseur de bunker, dont nous parle d'ailleurs le Figaro aujourd'hui, au poids de 14 tonnes, capable de percer les protections de ces sites souterrains.
souterrain. Elle peut traverser une épaisseur de 60 mètres de granit d'acier avant d'exploser. C'est 10 fois plus que certains missiles balistiques israéliens. Alors la bombe, elle n'explose que quand elle a pénétré sa cible, pas au moment de l'impact. C'est ce qui fait aussi sa différence. Et même cette bombe à elle seule ne pourrait pas suffire. Il faudrait sans doute plusieurs impacts. Pour le moment, les États-Unis refusent de les livrer à Israël. Ces bombes, la bombe, elle est si imposante qu'elle ne peut être chargée que sur ses propres avions de combat. C'est les B-2. On les voit ici. Ils sont, pour certains d'entre eux, déployés dans l'océan Indien, donc prêts à l'emploi. Il ne manque plus que la volonté politique de Donald Trump pour qu'il se dirige vers l'Iran. C'est toute la question, s'il y a cette volonté politique. Et ça fait quelque temps qu'ils sont arrivés sur cette base de Diego Garcia. Effectivement, les Américains ne peuvent pas prêter ces avions à Israël. En revanche, ils peuvent les piloter. C'est ça. En fait, livrer les bombes à Israël, ça ne suffit pas parce qu'ils n'ont pas les avions permettant de frapper. Donc ça oblige les Américains à intervenir activement, finalement, dans ces frappes. C'est exactement le pari de Netanyahou depuis le début. C'est-à-dire que là, ce qu'il cherche à faire, c'est à faire monter ce débat même aux États-Unis en disant il y a là une occasion historique d'en finir avec le programme nucléaire iranien. Il parle d'ailleurs du peuple américain. Bien sûr, mais il faut bien comprendre que Netanyahou a été extrêmement meurtri et surpris certainement, de la réaction au départ de Donald Trump qui... Dans le bureau ovale ? Voilà, il pensait avoir l'ami d'Israël. Et puis, première visite dans le bureau ovale, Trump lui explique qu'il va falloir négocier avec les mollahs et que donc, pour le moment, pas d'intervention militaire. À ce moment-là, Netanyahou s'étrangle et va tout faire pendant les 2 mois qui suivent pour essayer de saboter ces négociations et faire en sorte que, finalement, les Américains se joignent à Israël pour ces frappes. Trump s'était quand même donné 60 jours pour négocier. Au 61e, les frappes israéliennes ont commencé. C'est dire la détermination. Netanyahou on a appris suit un que axe. Trump était au courant, bien évidemment. Oui, et certes, il a fallu le prévenir. On ne peut rien faire. Les Israéliens ne peuvent rien faire sans les Américains dans cette région. Mais maintenant, ce qu'ils veulent, c'est cette intervention active des Américains pour aller en finir avec le programme nucléaire iranien, si c'est possible. Justement, Vincent, quand Donald Trump, tout à l'heure, dit des choses horribles vont se passer en Iran, est-ce que les choses horribles, ce ne sont pas ces avions, ces fameux B-2 avec ces bombes qui pourraient frapper les installations nucléaires ? C'est en tout cas le péril qu'il laisse flotter au-dessus du régime iranien. Mais méfions-nous quand même de la dimension leurre, LEU-2RE, de cette fameuse bombe GBU-57, une sorte de Deus ex machina, de nouvelle divinité du panthéon militaire. Comme on l'a vu à l'instant, il y a d'abord des problèmes opérationnels, et puis ça n'est pas l'objectif final d'Israël. On l'a évoqué, Israël veut la chute du régime. Et puis j'ajoute un autre élément. Si vous voulez vraiment neutraliser ce qu'on appelle les cascades de centrifugeuses, de Natanz par exemple, eh bien, de cette manière, on pouvait le faire autrement. Quand vous coupez l'alimentation électrique régulière de ces chapelets de centrifugeuses, eh bien, vous les neutralisez. D'ailleurs, Raphaël Grossi, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a expliqué hier que, à son avis, et de l'avis de ses experts, vous avez aujourd'hui 14 000 centrifugeuses du premier niveau de Natanz qui sont hors service. Justement, pas parce qu'elles ont été détruites ou pulvérisées, mais parce qu'elles ne sont plus alimentées en électricité.